au ciné-club de l'Alcazar. Je m'appelle Harold Manim et j'ai le plaisir de programmer ce ciné-club qui existe depuis 1959 et qui est le plus ancien ciné-club encore existant de France. On a utilisé, on a pris l'occasion de la célébration de l'armistice aujourd'hui, comme vous le savez, pour montrer un film qui est assez unique de plusieurs façons, mais ne serait-ce que c'est parce que c'est l'unique film de son réalisateur. Alors quelques mots justement sur Dalton Trumbo, et puis quelques mots sur la réception du film. En général, c'est quelque chose dont on parle dans le débat à la fin du film, mais il me semble que c'est intéressant de dire comment le film a été perçu en Amérique et en Europe à sa sortie. C'est un film de 1971. D'abord, une petite question. Qui vient voir Johnny Got His Gun ou Johnny s'en va en guerre pour la première fois ici? Waouh, 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 bon, super. Waouh. On sert à quelque chose. Et parmi, justement, vous qui... voilà, est-ce que c'est un film que vous connaissiez, ou vous venez, soit par hasard, soit parce que c'est le ciné-club, etc. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient envie de le voir depuis longtemps, en tout cas, avaient entendu parler de ce film? Voilà. D'accord. Ça, c'est très intéressant, et ça a à voir... c'est intéressant qu'on en parle là. Alors, Dalton Trumbo, c'est un des grands scénaristes d'Hollywood, romancier et surtout scénariste. C'est quelqu'un qui, dans sa carrière, a collaboré avec les plus grands metteurs en scène. Et pour vous donner un peu la particularité de Dalton Trumbo, et qui quand même donne un peu une idée du personnage, il fait partie des 10 personnes qui ont refusé de témoigner devant la commission des activités anti-américaines du sénateur McCarthy. Il s'agissait, finalement, on leur demandait de savoir qui était communiste, et de toute façon. Donc il est blacklisté, puisqu'il refuse de témoigner. Et c'est pendant plusieurs années, il devra travailler sous un pseudonyme. Par exemple, il est le réalisateur d'un film, le scénariste il est scénariste d'un film réalisé par William Wyler qui s'appelle Vacances romaines, qui est ce film extrêmement charmant, extrêmement bien écrit, avec Audrey Byrne dans un de ses premiers rôles, fantastique, etc. Mais ça n'est qu'en 1960, dans les années 80, en 1981 seulement, qu'il a été admis, qu'il avait signé sous un pseudonyme, qu'il a été admis que c'était lui et que tout a été corrigé au niveau de la guilde des scénaristes à Hollywood. Donc vous voyez que c'est une longue histoire. C'est par ailleurs le scénariste de Exodus, de Spartacus, enfin une filmographie absolument extraordinaire. Il avait écrit un roman qui se passe donc pendant la Première Guerre mondiale, et en 1971, il va arriver à le produire et à le sortir. Et tout à l'heure, si vous le voulez, je pourrais vous raconter comment le film a été écrit, comment la production s'est montrée, etc. Mais il me semble important de dire comment le film il a été reçu, puisque donc on est en 1971 et aux États-Unis, la réception du film est très 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 mitigée. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans les années donc 70 et que finalement la guerre de 14-18, c'est quand même très lointain dans le temps, c'est quand même très lointain dans les armes, dans les techniques, etc. Et il y a peu d'intérêt en fait pour le film. Bien sûr, ce qui intéresse les gens, c'est le Vietnam. C'est ça voilà. Les films qui sortent à la même époque, c'est MASH par exemple de Robert Altman, qui est un film très drôle, très quelque part cynique, assez inventif, etc. Grand succès public. Et à côté de MASH, Johnny Got His Gun, effectivement, c'est complètement autre chose. Et le film finalement pâtit beaucoup de l'époque dans laquelle il sort. Il y a cependant de l'enthousiasme, notamment dans la presse américaine, pour l'humanité extraordinaire du film, mais on sent dans la presse de l'époque une grande lassitude. On veut parler du Vietnam, donc de MASH, on va dire que c'est une époque où le cinéaste le plus admiré en Amérique, c'est Federico Fellini, l'onirisme, mais tout autre que celui qui est ici, et donc quelque part, beaucoup de gens reprochent à Dalton Trumbo, quelque part, de pas vraiment faire du cinéma de l'époque. C'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est donc le seul film réalisé par Dalton Trumbo, et que donc quelque part il n'y a pas de bouquin sur la filmographie de Dalton Trumbo. Il n'y a pas de rétrospective de Dalton Trumbo. Quand un réalisateur a réalisé 50 films, Hitchcock, John Ford, il y a des bouquins, il y a des rétrospectives, il y a des études, etc. Mais un film, c'est très particulier. Et pourtant, ces films uniques, ces films quelque part météores, réalisés par des gens qui connaissent très bien le cinéma
Et là, je fais un parallèle avec La Nuit du Chasseur de Charles Laughton, un film qui a, comme ce film ici, un pouvoir de sidération extraordinaire. On sent que c'est le seul film de son metteur en scène, en l'occurrence l'acteur Charles Laughton, et que tous les rôles qu'il a joués au théâtre et tous les rôles qu'il a joués devant la caméra lui ont servi pour savoir ce qu'il allait faire en tant que metteur en scène. Et voilà, et il réalise tout de suite un chef-d'œuvre. Ce qui est aussi, il me semble, le cas, enfin chef-d'œuvre, on ne peut pas dire chef-d'œuvre, puisque chef-d'œuvre, ça veut dire que justement c'est le pinacle, le plus grand, la plus grande œuvre, ben, justement, d'un travail global. Donc on ne peut pas parler vraiment de chef-d'œuvre, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des films qui ont énormément marqué l'histoire du cinéma. Le film va aux États-Unis, je parle toujours des États-Unis, trouver un petit succès. Le distributeur a l'idée de faire entrer dans les salles gratuitement tous les militaires. Et donc, grosso modo, remboursera à peu près son budget. Et tout à l'heure, si vous le voulez, je vous parlerai de justement comment il a été financé. Mais c'est un film qui est très vite oublié. C'est un film qui passe complètement dans l'oubli. Et il ressort, et là encore une fois je parle des États-Unis, il revient en 1989, brutalement, complètement dans l'actualité, grâce à un clip du groupe Metallica, d'un grand succès qui s'appelle One, je crois. Je ne suis pas très grand spécialiste de Metallica, j'essaie de faire semblant de faire le mec qui sait, mais je lis mes notes. Ce clip qui reprend beaucoup d'images du film qui sont très fortes. Le clip est principalement composé de ces images et tout le monde demande mais qu'est-ce que c'est que ce film, etc. Et devant la grande popularité de ce clip, on est à peine dans les années 90, donc c'est la grande période du vidéoclip, Metallica rachète les droits du film de façon à ne pas avoir à payer les royalties à chaque passage, si vous voulez. Donc, du coup, le film, il est restauré, il y a un intérêt, il ressort, et donc c'est une histoire assez marrante que donc un clip remette un film. On a bien vu souvent qu'un spot publicitaire pouvait remettre une chanson du passé complètement à la mode, mais là, pour un long métrage, c'est assez étonnant. Pour parler, et pour finir là, de la réception du film en Europe et surtout en France, le film, il est sélectionné à Cannes en 71, il va gagner quand même le grand prix de la mise en scène, et en ex aequo avec un film de Miloš Forman qui s'appelle Taking Off. Et là, par contre, en Europe et en France surtout, le film commence à gagner tout de suite une réputation très importante. Et jusqu'il y a, je dirais, quelques années, puisque on va dire que, comme j'ai vu les mains qui se levaient là, c'est pas forcément un film dont on parle beaucoup aujourd'hui, parce que l'actualité, parce qu'il y a plein de films, parce que etc. Mais par contre, quand je suis personnellement, moi, rentré en cinéphilie, dans les années 80, ça faisait partie vraiment des films qu'il fallait voir. Il fallait le voir pour son originalité d'écriture de cinéma, mais aussi il fallait le voir parce que c'est un film humaniste, un film quelque part qui était autant loué par la presse de droite et la presse de gauche. C'est un film de très grand consensus, c'est un film qu'on étudiait dans l'université, c'est un film qui faisait finalement aussi la richesse, c'est un élément très important de programmation de tous les ciné-clubs, que ce soit des ciné-clubs catholiques ou des ciné-clubs laïcs. C'était vraiment le film qui passait tout le temps partout en ciné-club. Voilà pour dire un petit peu ce qui est arrivé à ce film. Il a été réédité en France récemment par le distributeur Malavida, qui fait un super travail avec des films vraiment pointus et un chouette travail dessus. C'est une copie restaurée numériquement. Et je termine, parce que je vois des visages qui sont des habitués du ciné-club, je termine pour vous dire que peut-être il y a quelques mois ou un an et demi peut-être, vous vous rappelez peut-être qu'on avait passé avec grand succès les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Eh bien, Akira Kurosawa disait, le grand maître du cinéma japonais, que Johnny Got His Gun faisait partie de ses films préférés. On se retrouve après le film pour en discuter avec vous si vous voulez bien. À tout à l'heure. Le principe d'un ciné-club, c'est précisément de ne pas faire discours, de ne pas faire un cours, ces choses-là, mais de faire une conversation. Il y a un micro ici qui peut passer, bien sûr, parmi vous. Je serais heureux d'entendre les impressions de ceux qui découvrent le film ce soir, et aussi les impressions de ceux qui connaissaient déjà le film, parce que
comme vous le savez peut-être, on a toujours l'impression qu'on regarde les films, mais c'est surtout les films qui nous regardent. Et de revoir ce film, si on l'a découvert il y a 20, 30 ans, plus, peut-être qu'on ne le voit pas de la même façon aujourd'hui. Ce qui personnellement m'a frappé aujourd'hui en revoyant le film, c'est la grande actualité des questions qu'il pose, des questions morales qu'il pose, par rapport notamment à la fin de vie. Des questions qui sont très contemporaines. Je voulais dire que l'auteur du film, Dalton Trumbo, apparaît dans un petit rôle, crédité par un pseudonyme dans le film. Il apparaît sous les traits du personnage qui s'appelle l'orateur. C'est lui qui dit que pendant cette guerre, on expérimente des techniques qui feront des économies lors de la prochaine. Peut-être qu'on peut raconter, voilà Dalton Trumbo sur le tournage du film, peut-être qu'on peut raconter comment ce film est arrivé finalement à exister. Ça fait plusieurs dizaines d'années que Trumbo avait sorti son récit, son roman, dont vous verrez les couvertures de plusieurs éditions dans les photos qui vont passer pendant ce débat. Très vite, il souhaite, enfin assez rapidement, on va dire quand même plusieurs années après, au milieu des années 60, 164, il essaie qu'un film en soit fait. Et le réalisateur qui est très intéressé par ce projet n'est nul autre que Luce Buñuel. Et en 64, donc, Dalton Trumbo est engagé pour adapter avec Luce Buñuel son roman de façon à en faire un film. Mais malheureusement, les finances manquent et ils doivent oublier cette idée. Quelques années plus tard, un producteur se charge cependant de relancer le film, et cette fois, et on est en 66, Buñuel n'est plus disponible, il est en train de commencer aussi à faire des films plutôt en Europe, et donc, de nouveau, Trumbo est engagé pour cette fois non seulement écrire une adaptation, mais aussi qu'il réalisera lui-même. Au début, le film est prévu d'être financé par la Warner, qui va pourtant se retirer, et donc Trumbo et son producteur vont se retrouver immobilisés. À ce moment-là, finalement, c'est avec leur propre argent et en demandant la contribution financière de, je crois, 25 investisseurs, et ils arrivent à rassembler 600 000 $, et puis ils arriveront finalement, le film dépassera le budget, et le film coûtera 1 million de $, mais enfin ils arriveront à produire le film, donc à partir de 66, le film sera terminé en 71. Comme vous l'avez vu, c'est une production plutôt modeste, dans lequel pourtant participent de très grands acteurs. Et le film ensuite aura la carrière que je vous ai raconté au début, un succès plutôt timide en Amérique, un écho critique assez partagé, en tout cas certainement pas unanime, et plutôt en Europe une reconnaissance assez immédiate. Je vois dans la salle de nombreux jeunes visages, et je suis bien curieux de savoir qu'est-ce qu'un film comme ça peut faire à une jeune génération, finalement, à l'âge où, plus ou moins, enfin en tout cas l'âge où moi je l'ai découvert. Si quelqu'un voudrait partager ses sentiments. Bonsoir. Moi je connaissais, enfin c'est mon film préféré, tout le temps. En fait c'est très marquant, c'est très touchant, surtout avec la fin. Je pense que en fait, si on le revoit, comment ça se termine, je pense qu'on est directement dans l'émotion de début. Et aussi je trouve que dans la mise en scène c'est fou parce que c'est un film qui utilise vraiment tout ce que permet de faire le cinéma, que ce soit avec le son et l'image. Rarement la mise en scène, la voix off est autant utilisée de manière aussi bien dans un film. Et dans sa mise en relation avec ce qu'on voit à l'image, il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, il y a du rêve, il y a du flashback, il y a du... Et en fait tout ça c'est un jeu très intelligemment pensé pour nous mettre dans la peau de ce type et nous mettre dans la peau de quelque chose que personne ne peut ressentir parce qu'on peut tout savoir ce que ça fait,
c'est vraiment un très très bon film, je trouve. Merci. Est-ce que je peux vous demander pourquoi c'est votre film préféré? En vrai, c'est plus. Alors, il y en a d'autres, hein, pas forcément. Mais j'avais retenu ça un peu quand je l'avais vu, parce que justement, il est unique, et à cause de vraiment tout ça, comme je disais, par tout ce qu'il fait dans sa mise en scène, puis l'émotion, j'ai l'impression que c'est un exemple de le maximum, enfin, ce qu'on peut vraiment faire avec du cinéma, quoi. Pourtant, ça restait dans le livre, donc ça, je ne savais pas au début. Mais je trouve qu'en utilisant tout ce que permet la mise en scène de cinéma, un des trucs les plus uniques et les plus intéressants qu'on peut faire, c'est ça. Donc je me disais, c'est un très bon exemple de comment on peut faire du cinéma, quoi. Voilà. Vous parlez de voix off et c'est assez intéressant parce que quelque part c'est une voix off, ou plutôt c'est la voix du personnage principal qui est off, mais ça n'est pas une voix off qui raconte l'histoire comme un narrateur le ferait, ce qui est l'utilisation classique de la voix off. Et donc c'est assez effectivement original, bien sûr, de tenir ce procédé sur toute la longueur d'un film. C'est intéressant, vous dites que vous aimiez le film sans savoir que c'était au départ d'un roman, et là on voit, au-delà de l'originalité du propos du roman, on voit toute l'adresse et l'intelligence et on va dire le professionnalisme du scénariste, qui est certes l'auteur du roman, mais on peut tout à fait imaginer ce que c'est que le roman. En voyant le film, on voit quelle forme ça a, la narration. Mais quand on lit le roman, imaginez une forme cinématographique pour ce film, très compliqué. C'est pareil, c'est mission impossible, puisque c'est exactement ce que, quelque part, et vous avez aussi raison, c'est tout ce que le cinéma permet, mais quelque part, c'est exactement le genre de matériau sur lequel on évite de faire une adaptation, parce qu'on est tout le temps dans la tête de quelqu'un. Et en même temps, le film n'évite pas ça, c'est-à-dire va carrément aussi dans ce qu'on peut appeler aussi une voix. C'est assez singulier, et c'est une grande maîtrise d'écriture de scénariste, qui n'est autre certainement que l'auteur du roman, mais c'est aussi un travail de scénario très très fort. D'autres réactions peut-être? Je vois qu'il y a une demoiselle. Moi, je trouve ça très fort dans ce que ça provoque physiquement dans le corps. En fait, il y a peu de films qui font sentir vous connaissiez le film ou pas? Non, je ne connaissais pas du tout le film. Et voilà, enfin, récemment, ce que j'avais vu aussi qui avait provoqué des dérangements comme ça, physiques dans le corps, il y avait Mulholland Drive qui m'avait été conseillé par ma sœur. Et en fait, enfin, voilà, c'est assez rare. Évidemment, dans l'émotion, il y a beaucoup de films qui provoquent des choses importantes, mais là, dans je sais pas, le dérangement physique du personnage, en fait, je trouve ça hyper intéressant. D'abord, votre soeur, elle a bon goût, ça c'est une chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que moi, je vois un vrai lien avec Lynch. Et si vous pensez, par exemple, à ce film que vous venez de voir, et à Elephant Man, il y a vraiment quelque chose en commun, je pense qu'on est d'accord. Alors, j'ai pas vu celui-ci, mais oui, enfin, en tout cas, dans le... Je vais dire un truc, mais oui, enfin, en effet, je fais un parallèle entre les deux parce que dernièrement, c'est dernièrement, il se trouve qu'il y a peu de temps entre les deux films, entre les deux projections pour moi, mais effectivement, ce truc intense de ressentir le malaise du personnage, quoi. Ouais. Enfin, oui, je trouve que j'explique ça, on va dire, parce que le film joue vraiment avec nous. Il n'est pas du tout en train de nous mettre en spectateur, en fait. Il nous fait travailler avec. Et il nous fait travailler, il me semble, selon les règles du suspense. Le suspense, défini par Hitchcock, c'est quelque chose que l'on voit et dont nous savons, spectateurs, nous savons des choses que certains des personnages ne savent pas. Okay. Et nous sommes quelque part aussi un peu en avance. C'est-à-dire qu'on voit tous ces gens qui sont autour du personnage de Johnny et ils ne savent pas du tout quoi faire. Ils ne sont pas du tout. Et nous, on est dans la tête de Johnny. Donc on a une avance dessus. Donc il y a une certaine utilisation de ce qu'on appelle le suspense. Mais c'est comme tous les grands films, ils jouent avec nous. Nous on est... voilà, comme disait, je joue du public comme un pianiste joue du piano. Il s'agit... On ne peut pas être spectateur passif de ce film. Ou alors on passe à côté, tout le monde a le droit, c'est pas grave. Mais voilà. Monsieur?
bonsoir. Donc je précise que j'ai vu le film il y a plus de 40 ans. Donc j'ai découvert un ciné-club quand j'étais étudiant. Donc là, pour moi, c'est quand même une redécouverte complète. J'avais surtout complètement occulté que dans les flashbacks, il y avait des rêves. Oui. Dans mon esprit, c'était que des choses, des souvenirs qui avaient vraiment existé. Donc c'est ça qui m'a fait revoir le film autrement. Il y a des choses en plus, donc l'antimilitarisme ou autre. C'est le rapport à la foi qui m'a intéressé. C'est de montrer, bon là, effectivement, c'est un rapport à la foi catholique, mais je l'ai vu vraiment comme un rapport à une foi plus générique. D'ailleurs, dans une séquence, on voit apparemment un personnage qui ressemble au Mahatma Gandhi. Oui, c'est tout à fait. Voilà, il y a un pop à côté. Oui. Et le paradis aussi, j'ai trouvé intéressant qu'il y a ces notions de colonne grecque. Le paradis, d'un coup, c'est aussi les dieux grecs. Donc il y a tout cet aspect-là que je trouve intéressant. Il y a l'antimilitarisme, mais il y a aussi un rapport à la foi sans dire qu'une foi vaut plus qu'une autre. Enfin, donc voilà, c'est une redécouverte pour moi de ce point de vue. Merci. Il y a aussi, si on prend effectivement le côté de la religion qui est présent dans le film, le personnage du prêtre à la fin qui est quand même assez intéressant et qui, ce qu'il dit au général, je crois, c'est il est le produit de votre métier, pas du mien. Ouais, il y a aussi tout ce moment où quelque part le suicide, ou en tout cas la mort médicamentée de cet homme, est toléré par l'Église. Ce qui n'est pas rien. Ça, c'est la fiche polonaise, avec le signe en morse. Et mon copain m'a dit tu devrais y aller, en me disant tu vas voir, il est difficile. Bon bah, c'était difficile. Mais je pense avoir dit que c'est difficile, mais que c'était un film qu'on n'oublie pas. Oui, tout à fait. Et je crois que ce serait le cas. Bon, en tout cas. Et moi, vous voyez, ce soir, je voulais dire que c'est difficile parce que je voulais prévenir les gens qui vont éventuellement y aller, que voilà, c'est pas une comédie hilarante, on va dire. Quoiqu'elle est, à mon sens, pas dénuée d'humour, mais bon, en tout cas d'esprit. Mais moi, j'ai trouvé que justement, c'est un film très accessible. Mais tout à fait à montrer à des jeunes, même plus jeunes que vous, je veux dire. Ça me semble être vraiment... Bon, la situation de cet homme, on peut la comprendre vraiment très tôt. Voilà. Vous posiez la question pourquoi on est là. En ce qui nous concerne tous les deux, c'est vraiment pour la commémoration. On aurait pu aller dans une autre salle de ce même cinéma et voir autre chose ce soir. On s'est dit, c'est le 11 novembre, c'est le moment de voir ce film qu'on n'avait jamais vu. J'en avais entendu parler, je savais que c'était un grand film. Et avant de partir, je dis à ma femme, on ne va pas rigoler. Je me doutais que ça allait être un grand film dur. Effectivement, c'est extrêmement dur. Mais c'est un très beau film. C'est un film qui rend très bien compte de ce qu'a été la boucherie. Enfin, on parle quelque part que d'une seule personne, mais qui rend quand même bien compte de la cruauté de la boucherie qui a été la Première Guerre mondiale. Et les chiffres qui apparaissent à la fin montrent l'échelle de ce que ça a représenté la Première Guerre mondiale. Dans tous les pays impliqués, en tout cas les pays européens impliqués, il n'y a pas une seule famille qui a été privée de blessés graves ou de morts. Donc c'est une emprise. Enfin, la guerre a en 14-18 une emprise sur sur le peuple qui est vraiment sans égal en fait, dans l'histoire. Ce qui est aussi, c'est la première guerre industrielle quelque part. C'est la première guerre filmée aussi. Il y a des images. Et puis c'est la première. Et puis c'est le sujet et le décor de beaucoup de grands films de l'histoire du cinéma, Les Sentiers de la Gloire. Et aussi, je pense bien sûr au film de Renoir. Voilà. La Grande Illusion. La Grande Illusion. Merci. Entre autres. Souvent d'ailleurs, des films, ça c'est vraiment un point commun avec La Grande Illusion et avec d'autres films comme ça sur la guerre, c'est des grands films sur la guerre où il n'y a pas une seule scène de bataille.
C'est très important. Parce que quelque part, dans le propos qu'ont ces films, parce que c'est vraiment, la grande division, c'est aussi un propos extrêmement humaniste, de montrer des scènes de bataille ne sert à rien. Ça n'a pas du tout. Ça coûte très cher et ça ne sert à rien par rapport au propos de ces films. C'est assez intéressant de voir toute cette tradition de films qui parlent de la guerre et en parlent extrêmement bien sans aller sur le champ de bataille. C'est étonnant pour un film américain. Oui, mais c'est un film indépendant. Hein. C'est vraiment tout un film. Oui, je pense que ce n'est pas étranger au fait que la Warner se soit retirée du projet, je pense. Harold gentiment soulignait il y a quelques instants qu'il m'avait convié à la FEMIS en me donnant l'opportunité de choisir un film, et que c'est le film que j'avais choisi. C'est un film qui n'est pas pour rien dans le fait que j'ai choisi ce métier. C'est pour ça que j'avais choisi de le montrer aux étudiants de la FEMIS. Comme me disait l'un d'entre vous tout à l'heure, on n'a pas nécessairement un film favori. Voilà, mais ce qui m'a intéressé dans le fait de le partager avec les élèves de la FEMIS, c'est évidemment sa qualité cinématographique, évidemment le fait qu'il n'est pas très connu, et que j'ai été content de leur faire découvrir, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants dans la salle qui le découvraient, mais surtout parce que ça m'a permis de leur raconter comment j'étais venu en cinéphilie, parce que moi j'étais plutôt un garçon qui était sensible à la littérature, et en fait ce film-là m'a débloqué cette possibilité de parler de la guerre sans montrer l'image de la guerre, d'ouvrir l'imaginaire sur des sujets qu'on n'a jamais visités, et d'être dans des débats qui sont des débats de société et des débats philosophiques qui sont très profonds. Et donc, voilà, je remercie très chaleureusement Harold d'ouvrir l'Alcazar à cette possibilité de débat avec vous, notre très cher public. Alors, je vous donne rendez-vous prochainement parce qu'on a un programme assez brillant avec 2 films de Francis Ford Coppola. Réservez vos places parce que je crois que ça intéresse énormément de monde et ça nous fait bien plaisir. Le premier, c'est Apocalypse Now, en présence, dans la version Redux, en présence d'Aurore Clément, la comédienne, et de Dean Tabularis, le chef décorateur, en tout cas le designer du film, qui se sont rencontrés en fait sur ce tournage épique et qui nous le raconteront. Et puis la semaine d'après, Coup de cœur, qui est sans doute mon film préféré de Coppola, qui est sa seule incursion dans la comédie musicale, un film qui est comme s'il avait été créé pour être présenté sur notre grand écran LED. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir, je vous souhaite à bientôt au Ciné Club.